Entrez aujourd'hui dans n'importe quelle concession automobile et une chose saute immédiatement aux yeux. Les parkings sont pleins. Des rangées entières de modèles neufs de 2026 restent alignées, immobiles, pendant que la poussière commence doucement à s'accumuler sur leur carrosserie. Cette situation ne peut plus être expliquée uniquement par les problèmes de chaîne d'approvisionnement. Pour beaucoup de ces véhicules, la vraie raison est bien plus simple. Les acheteurs ne se bousculent pas dans cette vidéo, nous allons passer en revue les 12 voitures neuves qui se vendent actuellement le plus lentement aux États-Unis. Pour comprendre cela, nous allons utiliser un indicateur appelé nombre de jours de stock. En clair, il montre combien de jours il faudrait au marché pour écouler tous les véhicules disponibles si plus aucune nouvelle unité n'arrivait chez les concessionnaires. Pour certains modèles, les chiffres sont vraiment surprenants. Certains dépassent les 200 jours, d'autres franchissent les 400 jours, et quelques-uns se rapprochent même dangereusement des 500 jours de stock. Ce n'est plus une situation normale pour le marché automobile. C'est un message très clair. Soit le prix est trop élevé, soit la confiance dans la fiabilité n'est pas là, soit la conception ne convainc pas, soit le véhicule ne correspond tout simplement plus à ce que les acheteurs recherchent aujourd'hui. Si ce type d'analyse vous aide à acheter plus intelligemment, à repérer les vraies remises et à éviter les modèles qui restent trop longtemps sur les parkings des concessions, pensez à vous abonner à la chaîne. Ici, nous continuons à examiner les voitures qui méritent vraiment votre attention, celles qui perdent de l'intérêt, et celles sur lesquelles vous pourriez avoir une vraie marge de négociation. Achèteriez-vous une voiture avec un stock extrêmement élevé si cela permettait d'obtenir une grosse remise? Ou est-ce que, pour vous, ce serait plutôt un signal d'alerte? On commence avec un pick-up qui, sur le papier, semble promettre beaucoup de plaisir, mais qui, dans la vraie vie, impose bien plus de compromis que beaucoup d'acheteurs ne sont prêts à accepter. À la 12e place, on retrouve le Jeep Gladiator. Ce modèle atteint 196 jours de stock. Environ 20 000 exemplaires attendent encore chez les concessionnaires, avec un prix moyen proche de 45 000 €. Le problème principal du Gladiator est assez simple à comprendre. Il veut être à la fois un vrai Jeep et un pick-up. Mais à force de vouloir remplir ces deux missions, il finit par ne pas totalement convaincre dans l'une comme dans l'autre. Son essieu avant rigide peut être un véritable atout hors des routes classiques. Mais sur route, il donne une direction plus lourde, moins précise et moins naturelle. Au quotidien, beaucoup de propriétaires décrivent une conduite qui demande de petites corrections permanentes, au lieu d'un trajet fluide et détendu en ligne droite. En tant que pick-up, il ne domine pas vraiment la catégorie non plus. Sa benne reste assez limitée, sa charge utile paraît modeste face à des concurrents plus pratiques, et lorsqu'il faut tracter une remorque lourde, il n'atteint pas le niveau d'un Toyota Hilux. Ajouter à cela une consommation élevée, un confort assez ferme, ainsi que des témoignages concernant des soucis de poussoir de soupape sur le moteur V6 Pentastar de 3,6 litres. Résultat, on se retrouve avec un véhicule qui approche les 50 000 €, mais que beaucoup d'acheteurs préfèrent finalement éviter. Est-ce que vous achèteriez un Gladiator pour son caractère de Jeep, même en sachant qu'il impose autant de limites en tant que pick-up, et si le Gladiator reste bloqué parce qu'il est trop particulier, le prochain crossover porte, lui, un nom légendaire qui a peut-être fini par lui faire plus de tort que de bien. À la 11e place, on trouve le Mitsubishi Eclipse Cross. Ce modèle atteint 200 jours de stock. Environ 2600 exemplaires sont encore présents chez les concessionnaires, avec un prix moyen d'environ 28 000 €. L'Eclipse Cross donne l'impression d'avoir été assemblé avec des éléments venus d'une génération précédente. Son habitacle paraît plus ancien, plus simple et beaucoup moins convaincant que celui de rivaux plus récents. Plus délicat encore, certains propriétaires évoquent des expériences mitigées avec les systèmes d'aide à la conduite. D'après eux, certains assistants peuvent parfois réagir de manière brusque ou inattendue, comme si la voiture intervenait précisément au moment où le conducteur attendait surtout du calme et de la maîtrise. Et puis il y a le nom. Mitsubishi a repris Eclipse, une appellation que beaucoup de passionnés associent à un coupé sportif apprécié, pour l'appliquer à un crossover assez classique. Résultat, les anciens fans n'ont pas vraiment été séduits, et les nouveaux acheteurs n'ont pas été massivement convaincus non plus. À bout du compte, il reste un véhicule sans identité vraiment forte. Quand une voiture ne crée pas d'enthousiasme particulier, ne donne pas une impression de qualité supérieure et n'attaque pas assez fort sur le prix, elle peut très vite rester immobilisée sur les parkings. Maintenant, on passe à une berline qui, sur le papier, devrait pourtant avoir de vraies chances, mais qui souffre d'un manque de confiance que Hyundai n'a toujours pas totalement réussi à effacer. À la 10e place, on retrouve la Hyundai Sonata. Ce modèle dépasse légèrement les 200 jours de stock. Plus de 11 000 exemplaires attendent encore un acheteur, avec un prix moyen d'environ 28 000 €. Hyundai a beaucoup progressé en matière de design, d'équipement et de technologie. Pourtant, la Sonata traîne encore un problème majeur derrière elle, la confiance. Pendant des années, plusieurs familles de moteurs Hyundai ont été critiquées pour des défauts sérieux, une consommation d'huile élevée et des soucis pouvant toucher la sécurité. Même si les moteurs actuels ne sont plus exactement les mêmes sur le plan technique, beaucoup d'acheteurs gardent encore une certaine méfiance. Cette hésitation devient encore plus forte lorsque certains propriétaires expliquent que des concessions peuvent se montrer très strictes lors des demandes de garantie, surtout si chaque entretien n'est pas parfaitement prouvé par des documents complets. Le sujet ne se limite donc pas à savoir si le moteur peut rencontrer un problème.
La vraie question, c'est aussi de savoir si Hyundai accompagnera réellement le client si quelque chose se passe mal plus tard. C'est précisément pour cette raison que beaucoup d'acheteurs regardent la Sonata en se disant « beau design, beaucoup d'équipements, prix raisonnable, mais je n'ai pas envie de me retrouver dans une discussion compliquée autour de la garantie. » Si la Sonata souffre surtout d'un manque de confiance envers sa mécanique, le prochain modèle est touché encore plus durement. Car cette fois, on parle d'une véritable légende qui perd clairement de sa force sur les parkings des concessionnaires. À la 9e place, on retrouve la Ford Mustang. La Mustang de l'année modèle 2026 atteint 202 jours de stock. Près de 19 000 exemplaires sont encore chez les concessionnaires, avec un prix moyen d'environ 45 000 €. Oui, c'est presque difficile à dire, car la Mustang reste une icône. Pourtant, pour beaucoup d'acheteurs, la génération actuelle semble avoir évolué avec trop de prudence. Certains y voient davantage une version modernisée du modèle précédent, avec de nouveaux écrans, qu'une vraie rupture en matière de performance, de caractère ou de sensation de conduite. Le problème devient encore plus évident lorsqu'on regarde le marché de l'occasion. Pour moins cher, les acheteurs peuvent trouver des alternatives très attirantes. Certains préfèrent chercher une Mach 1 d'occasion ou une version plus spéciale, capable d'offrir plus d'émotions. Et la question arrive vite, pourquoi payer presque 50 000 € pour une Mustang neuve, alors qu'en occasion, il est possible de trouver quelque chose de plus rare et de plus passionnant? L'habitacle, avec ses deux grands écrans, divise lui aussi les avis. Les jeunes conducteurs qui aiment ce type de technologie ont parfois du mal à assumer le coût d'une Mustang neuve avec des financements élevés. De leur côté, beaucoup de passionnés historiques de Mustang auraient préféré un poste de conduite plus direct, plus simple et plus analogique. Ford se retrouve donc entre deux publics. L'un veut de la technologie moderne, mais ne peut pas toujours suivre le prix. L'autre aime le caractère traditionnel de la Mustang et ne se reconnaît pas entièrement dans cette orientation plus numérique. Est-ce que vous achèteriez une Mustang neuve, ou est-ce que vous chercheriez plutôt une version d'occasion plus spéciale pour moins cher? Et si la Mustang a perdu une partie de son pouvoir d'attraction, le prochain SUV montre à quel point il est difficile de monter en gamme lorsque la fiabilité n'a pas encore vraiment fait ses preuves. À la 8e place, on retrouve le Mazda CX-90. Ce modèle atteint 206 jours de stock. Près de 16 000 exemplaires attendent encore chez les concessionnaires, avec un prix moyen d'environ 45 000 €. Avec le CX-90, Mazda voulait clairement franchir un cap et se rapprocher davantage du territoire premium. Sur le papier, l'idée avait du potentiel, un grand SUV, une présentation plus raffinée, une image plus ambitieuse. Mais les premières années du modèle ont laissé trop d'incertitudes. Certains propriétaires parlent d'une boîte automatique à 8 rapports qui peut réagir de manière brusque, surtout en première et en deuxième. Et ce sont précisément ces rapports que l'on ressent le plus en ville, dans les embouteillages et lors des redémarrages fréquents. À cela se sont ajoutés des retours concernant des radiateurs présentant des fuites précoces malgré un faible kilométrage, ainsi que des difficultés de démarrage sur certaines versions hybrides. Pour un SUV familial censé inspirer qualité et confiance, ce genre de retour pèse lourd dans la décision d'achat. Dans les forums Mazda, beaucoup de personnes intéressées conseillent donc plutôt la location longue durée que l'achat, parce qu'elles ne savent pas encore clairement comment ce modèle vieillira sur le long terme. Et la situation devient encore plus compliquée lorsque certains concessionnaires continuent d'agir comme si tout le pouvoir de négociation était de leur côté. Au lieu d'ajuster franchement les prix, ils restent fermes, même avec des parkings déjà bien remplis. Quand le stock est important, mais que les concessions ne font pas vraiment d'efforts, les acheteurs prennent souvent une décision très simple. Ils vont regarder l'offre suivante. Maintenant, on passe à une BMW qui n'est pas du tout une mauvaise voiture, mais qui devient de plus en plus difficile à justifier en achat neuf. À la 7e place, on retrouve la BMW série 8. Ce modèle atteint 207 jours de stock et affiche un prix moyen d'environ 124 000 €. Le problème, ce n'est pas que la série 8 soit une mauvaise voiture. Au contraire, elle peut être réellement impressionnante. Le vrai sujet, c'est sa perte de valeur très importante. Sur le marché de l'occasion, on peut parfois trouver une BMW série 8 âgée de 3 ans pour presque la moitié de son prix neuf d'origine. Et là, beaucoup d'acheteurs se posent immédiatement la question. Pourquoi dépenser aujourd'hui plus de 100 000 € si une grande partie de cette somme risque de disparaître en seulement quelques années? Il faut aussi parler de certains millésimes produits pendant la pénurie de puces électroniques. Plusieurs exemplaires ont été livrés avec des configurations moins séduisantes, comme des habitacles simplifiés, certaines fonctions d'écran absentes ou des versions qui attirent moins les acheteurs sur le marché de l'occasion. Et puis il y a le coût d'utilisation. Les freins, les extensions de garantie et les dépenses régulières se situent à un niveau qui pousse même les clients aisés à regarder les chiffres de plus près. Et la BMW série 8 s'adresse à des acheteurs qui ont un budget confortable. Mais justement, beaucoup d'entre eux préfèrent choisir un exemplaire récent d'occasion plutôt que payer le prix fort pour un modèle neuf. Si cette BMW souffre surtout de sa décote, le prochain modèle a déçu sur un point encore plus fondamental. Il n'est pas devenu le pick-up compact que le marché semblait pourtant attendre. À la 6e place, on retrouve le Hyundai Santa Cruz. Ce modèle atteint 222 jours de stock.
Plus de 10 000 exemplaires attendent encore un acheteur, avec un prix moyen d'environ 34 000 €. Sur le papier, l'idée avait du sens, proposer un pick-up compact à ceux qui n'ont pas besoin d'un grand Ford F-150. Mais dans la réalité, l'exécution a laissé trop de questions ouvertes. Et la boîte à double embrayage associée au moteur turbo a notamment attiré plusieurs critiques de propriétaires. À basse vitesse, elle peut sembler brusque, provoquer des à-coups lors des manœuvres ou réagir de façon étrange dans les montées. L'habitacle ne joue pas non plus vraiment en faveur du Santa Cruz. On retrouve beaucoup de plastique dur, un espace arrière moins généreux que prévu, et une impression générale moins pratique que ce que beaucoup d'acheteurs attendent d'un petit véhicule utilitaire. Et la consommation ajoute un autre doute. Pour un pick-up plus compact, elle ne paraît pas suffisamment avantageuse. Quand on choisit un format réduit, on s'attend logiquement à de vrais bénéfices dans l'usage quotidien. Mais son plus grand problème s'appelle Ford Maverick. Il coûte moins cher, se montre plus pratique, donne à beaucoup d'acheteurs l'impression d'être un meilleur ensemble, et correspond beaucoup mieux à ce que le marché réclamait. Face à lui, le Santa Cruz ressemble donc à une idée intéressante, mais difficile à défendre jusqu'au bout. Et si ce type d'analyse vous aide à repérer les modèles sur lesquels les acheteurs peuvent avoir plus de marge de négociation, pensez à vous abonner à la chaîne. Ici, nous continuons à examiner les véhicules qui peinent à avancer et les raisons derrière cette situation. Est-ce que vous achèteriez un Santa Cruz avec une forte remise, ou est-ce que vous iriez directement vers le Ford Maverick? Et si le Santa Cruz n'a jamais vraiment trouvé sa place sur le marché, le prochain modèle a perdu quelque chose d'encore plus important, sa propre identité. À la 6e place, on retrouve le Hyundai Santa Cruz. Ce modèle atteint 222 jours de stock. Plus de 10 000 exemplaires attendent encore un acheteur, avec un prix moyen d'environ 34 000 €. Sur le papier, l'idée avait du sens, proposer un pick-up compact à ceux qui n'ont pas besoin d'un grand Ford F-150. Mais dans la réalité, l'exécution a laissé trop de questions ouvertes. Et la boîte à double embrayage associée au moteur turbo a notamment attiré plusieurs critiques de propriétaires. À basse vitesse, elle peut sembler brusque, provoquer des à-coups lors des manœuvres ou réagir de façon étrange dans les montées. L'habitacle ne joue pas non plus vraiment en faveur du Santa Cruz. On retrouve beaucoup de plastique dur, un espace arrière moins généreux que prévu, et une impression générale moins pratique que ce que beaucoup d'acheteurs attendent d'un petit véhicule utilitaire. Et la consommation ajoute un autre doute. Pour un pick-up plus compact, elle ne paraît pas suffisamment avantageuse. Quand on choisit un format réduit, on s'attend logiquement à de vrais bénéfices dans l'usage quotidien. Mais son plus grand problème s'appelle Ford Maverick. Il coûte moins cher, se montre plus pratique, donne à beaucoup d'acheteurs l'impression d'être un meilleur ensemble, et correspond beaucoup mieux à ce que le marché réclamait. Face à lui, le Santa Cruz ressemble donc à une idée intéressante, mais difficile à défendre jusqu'au bout. Et si ce type d'analyse vous aide à repérer les modèles sur lesquels les acheteurs peuvent avoir plus de marge de négociation, pensez à vous abonner à la chaîne. Ici, nous continuons à examiner les véhicules qui peinent à avancer et les raisons derrière cette situation. Est-ce que vous achèteriez un Santa Cruz avec une forte remise, ou est-ce que vous iriez directement vers le Ford Maverick? Et si le Santa Cruz n'a jamais vraiment trouvé sa place sur le marché, le prochain modèle a perdu quelque chose d'encore plus important, sa propre identité. À la 4e place, on retrouve le Buick Envision. Ce modèle atteint 267 jours de stock. Plus de 11 000 exemplaires attendent encore un acheteur chez les concessionnaires, avec un prix moyen d'environ 38 000 €. Le premier obstacle, c'est l'image. L'Envision est fabriqué en Chine. Cela ne veut pas dire automatiquement que sa qualité est mauvaise, mais pour beaucoup d'acheteurs, ce détail suffit déjà à créer une certaine méfiance. À cela s'ajoutent des retours de propriétaires concernant des soucis électriques, des écrans qui cessent parfois de fonctionner, des mises à jour logicielles compliquées et une direction qui n'inspire pas toujours une grande confiance à vitesse autoroutière. Le deuxième problème, c'est Buick lui-même. La marque essaie de paraître plus jeune et plus moderne, mais pour beaucoup de gens, Buick reste encore associé à une clientèle plus âgée. Résultat, les jeunes actifs que Buick cherche justement à attirer ne pensent pas forcément à l'Envision en premier, surtout quand autant d'alternatives plus désirables sont disponibles. Ce SUV se retrouve donc dans une position délicate. Il ne paraît pas assez exclusif, il n'est pas assez abordable, et sa réputation n'est pas assez solide pour pousser les acheteurs à mettre leurs doutes de côté. Maintenant, on entre dans le trio de tête avec une muscle car qui a clairement fragilisé le lien émotionnel avec ses propres acheteurs. À la 3e place, on retrouve le nouveau Dodge Charger. Ce modèle atteint 406 jours de stock. Plus de 5700 exemplaires sont encore chez les concessionnaires, avec un prix moyen d'environ 62 000 €. Pendant des années, Dodge a construit presque toute son identité autour du V8. Le son, la présence, la puissance, l'attitude et ce caractère typique de muscle car faisait partie de l'ADN de la marque. Puis cette recette a été arrêtée. Le nouveau Charger arrive soit avec le 6 cylindres en ligne Hurricane à 2 turbos, soit en version électrique. Et pour l'instant, beaucoup de fans de longue date ont du mal à accepter ce changement. Ce n'est pas seulement une question de nostalgie. La voiture est devenue plus lourde, son prix a fortement augmenté, et elle utilise une technologie à laquelle de nombreux acheteurs traditionnels ne font pas encore totalement confiance. Le prix d'accès a lui aussi beaucoup grimpé.
L'ancien chargé avec moteur V6 restait encore relativement accessible pour une partie du public. Le nouveau six-pack, lui, évolue dans une catégorie nettement plus chère. Et quand une marque sans véritable image premium commence à demander des prix qui poussent les acheteurs à comparer avec des Corvettes d'occasion, des BMW ou même des Porsche, la discussion devient vite compliquée. Dodge voulait faire entrer le chargé dans une nouvelle époque. Mais en chemin, la marque a laissé de côté une grande partie des acheteurs qui avaient justement rendu ce modèle aussi célèbre. Et si vous voulez voir plus d'analyses sur les véhicules que les acheteurs évitent en ce moment, et sur les modèles dont les stocks élevés révèlent de vrais problèmes, pensez à vous abonner à la chaîne. Ici, on regarde les chiffres avant qu'un concessionnaire vous raconte une belle histoire. Est-ce que vous achèteriez le nouveau Charger 100 V8, ou pensez-vous que Dodge a perdu le caractère même du modèle, et si le Charger se retrouve sous pression à cause de son identité affaiblie, le prochain modèle essaie de vendre du luxe à plus de 100 000 €, alors que certains problèmes apparaissent à un niveau de prix où ils ne devraient tout simplement pas exister. À la deuxième place, on retrouve le Jeep Grand Wagoneer. Ce modèle atteint 400. À la première place, on retrouve le Volkswagen ID. 4. Ce modèle atteint 480 jours de stock et affiche un prix moyen d'environ 46 000 €. 480 jours. C'est plus d'1 an et demi de stock. Pour une voiture électrique moderne, c'est un signal d'alerte énorme. Le principal problème, c'est que l'ID. 4 a donné à beaucoup d'acheteurs l'impression d'être une électrique de première génération, lancée avant que tout soit vraiment abouti. L'un des points les plus souvent critiqués concerne la batterie 12 volts. Même si le véhicule possède une grande batterie haute tension, cette petite batterie alimente des fonctions essentielles comme le verrouillage, l'infodivertissement et les systèmes de démarrage. Lorsqu'elle faiblit ou ne se recharge pas correctement, la voiture peut se retrouver pratiquement immobilisée, même si la grande batterie dispose encore d'énergie. Des propriétaires parlent de véhicules totalement bloqués, de systèmes lents, de menus peu clairs et de fonctions de base enfouies dans un écran qui ne réagit pas toujours comme on l'attend. Même des actions simples peuvent alors devenir inutilement compliquées. La nuit, cela devient encore plus gênant pour certains conducteurs, car certaines commandes ne sont pas éclairées, ce qui rend leur utilisation moins intuitive. Mais le coup le plus dur est venu du logiciel. Les modèles antérieurs à 2024 sont restés bloqués sur d'anciennes versions, parce que le matériel installé n'était pas prévu pour les fonctions plus récentes. Cela a fortement pesé sur la valeur de nombreux ID. 4 d'occasion et a donné à certains premiers acheteurs le sentiment d'avoir été laissés de côté. Quand les propriétaires actuels ne recommandent pas vraiment une voiture et que le marché de l'occasion la sanctionne durement, les nouveaux acheteurs hésitent. C'est exactement pour cette raison que l'ID. 4 occupe la première place. Il n'a pas seulement un stock extrêmement élevé. Il porte aussi une réputation que Volkswagen doit absolument reconstruire. C'est là que se trouve la grande leçon de ce classement. Quand une marque demande des prix élevés pour une technologie qui ne semble pas encore totalement maîtrisée, le marché répond très clairement. Voilà la liste. Le Jeep Gladiator reste coincé entre l'esprit Jeep et l'utilité réelle d'un pick-up. Le Mitsubishi Eclipse Cross a perdu une identité clairement reconnaissable. La Hyundai Sonata traîne des doutes autour des moteurs et de la garantie. La Ford Mustang séduit moins lorsqu'on la compare à des versions d'occasion plus désirables. Le Mazda CX-90 doit composer avec des problèmes de jeunesse. La BMW série 8 souffre d'une forte décote. Le Hyundai Santa Cruz n'a pas réussi à vraiment s'imposer face au Ford Maverick. Le Mini Cabriolet s'est éloigné de son caractère d'origine. Le Buick Envision ne parvient pas à se libérer complètement de l'ancienne image de la marque. Le Dodge Charger a perdu le V8 qu'il avait rendu célèbre. Le Jeep Grand Wagoneer réclame des tarifs de luxe alors que des doutes sur la fiabilité persistent. Et le Volkswagen ID. 4 est devenu le plus gros problème de stock de ce classement. Et la règle la plus importante est simple. Lorsqu'une voiture reste des centaines de jours en stock, il ne faut jamais l'ignorer. Oui, cela peut créer une vraie occasion de négocier fort. Mais cela peut aussi être un signal d'alerte très clair. Regardez précisément pourquoi les acheteurs ne se précipitent pas. Est-ce le prix? Des problèmes techniques? La décote? Des questions de garantie? Le logiciel? La réputation de la marque? Ou simplement une exécution qui n'a pas convaincu? Si vous voulez voir plus d'analyses sur les voitures qui restent sur les parkings des concessionnaires, sur les modèles avec une grande marge de négociation et sur les véhicules qu'il vaut mieux examiner avec prudence malgré les remises, pensez à vous abonner à la chaîne. Ici, nous continuons à regarder les chiffres que les concessionnaires ne montrent pas toujours spontanément. Écrivez-moi en commentaire, laquelle de ces voitures achèteriez? Vous uniquement si la remise était vraiment énorme, conduisez prudemment, achetez sans précipitation et gardez ceci en tête, une voiture avec beaucoup de remises peut être une vraie opportunité, ou un nouveau piège avec une peinture toute fraîche. On se retrouve dans la prochaine vidéo.